Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe. 92e jour de course débrief. Aujourd'hui on va revenir sur les arrivées d'hier. Et puis on parlera encore des derniers participants et puis du programme de vidéos parce que j'ai un petit peu changé d'idée pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, biathlon également avec les championnats du monde, tournoi destination aussi avec le rugby. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. On commence tout de suite avec, bien entendu, les dernières arrivées. Hier, on en a eu 4, mais il y en a quand même une qui a éclipsé les autres, ce qui m'a un petit peu gêné quand même, pour tout vous dire, parce que, certes, Violette d'Orange a fini le Vendée Globe. Certes, Violette d'Orange est la Benjamin de cette édition. Mais les autres, ils puent pas du cul non plus. Je dis toujours, finir un Vendée Globe, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que on a vu que Violette d'Orange hier. Or, il y a Sébastien Marcet, Louis Duc, c'est quand même une histoire qui est très intéressante aussi. Je rappelle, le mec des chantiers, du chantier naval. Il a reconstruit entièrement un bateau pour participer à cette course. Sébastien Marcet, ancien coéquipier de Franck Camas, qui se lance dans la course en individuel. Kojiro Shirashi aussi, premier japonais désormais à avoir fini 2 fois ce tour du monde. Elle a un peu volé la place aux autres, j'ai envie de dire. Alors certes, il y avait du monde sur le chenal, mais même sur le site du Vendée Globe, la manière dont ils sont passés de Kojiro Shirashi à Violette d'Orange, j'ai trouvé ça un manque de respect, parce que je trouve qu'ils ont un peu coupé l'interview de Kojiro rapidement. Le fait de voir la chaîne L'équipe qui s'est pas pointée pour les autres mais se pointait que pour Violette d'Orange, ça m'a un petit peu gêné. Certes, elle a explosé sur les réseaux sociaux, certes, mais les autres aussi, ils sont là. Ça veut dire que là on la met en avant. Pourquoi on la met en avant? Parce qu'elle est Benjamin. J'ai peur qu'on la mette en avant parce que ça soit une fille, sauf que techniquement on parle d'une course mixte. Une course mixte, moi je l'ai mise en avant parce que pour moi c'est formidable, parce qu'elle est jeune, c'est la jeunesse, et qu'elle est très mature avec cette jeunesse-là. Mais comme j'aurais mis Alan Roura il y a 8 ans, si j'avais fait des vidéos il y a 8 ans. Mais pas parce que c'est une fille. Ce qu'il faut bien comprendre. Même si j'ai parlé de Justine Métro première féminine, j'ai plutôt parlé du temps de Justine Métro. Mais en gros, je m'en branle que ça soit une fille ou un mec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance. Par rapport à la difficulté auparavant. J'ai trouvé quand même que sur cette arrivée, on a éclipsé les autres par rapport à Violette d'Orange, et je trouve que c'est pas une bonne chose. Alors même si elle va créer des vocations, mais Clarisse Kramer aussi crée des vocations. D'autres ont créé des vocations avant elle. Hélène MacArthur a créé des vocations avant elle. Et là, j'ai eu l'impression comme si elle avait gagné le Vendée Globe. Elle ne finit que 25e. C'est une belle course, mais elle n'est que 25e. J'ai trouvé que c'était trop. C'était beaucoup trop médiatiquement, je trouve. Alors oui, c'était sympa le coup avec Charlie Dalin, mais au bout d'un moment, c'est monté en épingle le fait qu'il y ait la chaîne L'équipe qui arrête presque ses programmes pour Violette d'Orange. Ils n'ont absolument pas fait ça pour les autres. Enfin, à part pour Charlie Dalin, mais c'était le grand vainqueur. Ils n'ont pas fait ça pour Jérémy Bayou, par exemple. Pourtant, Jérémy Bayou, il fait quand même 4 de la course. J'ai trouvé que ça a été beaucoup trop. Et je pense que ça va être compliqué à gérer pour Violette d'Orange. L'après va être compliqué à gérer pour Violette d'Orange. C'est ça qui m'inquiète. Parce qu'elle a fait une belle course. Sa fin de Tour du Monde est vraiment très chouette. Je trouve sur la dernière partie où elle a vraiment gagné en confiance, et ça c'était très bien. Et mener un projet de cette envergure-là à 23 ans, c'est fort. Mais l'après va être dur. J'espère que son équipe va bien la suivre. J'espère qu'elle s'est préparée mentalement à ça. J'ai peur que ça soit un peu comme Laure Manodou. Laure Manodou à l'époque, jeune, en plus jolie, remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques.
La petite fiancée des Français, c'était un petit peu ça. Et ça a été très compliqué à gérer. J'ai pas regardé le documentaire de Laurie Delestal, notamment sur Laure Manodou, mais ça a été très compliqué après à gérer pour elle. Il n'y a que sur la fin de sa carrière même qu'elle arrivait à mieux le gérer, cette surmédiatisation qu'elle avait eue. Là, ça va pas être facile pour Violette d'Orange parce que là, il y a eu un focus sur elle, un focus médiatique. Alors déjà, il va falloir qu'elle gère toutes les sollicitations, que ça soit de nouveaux sponsors, mais que ça soit également les sollicitations médiatiques qui vont être très nombreuses. Et puis, moi j'ai peur, le milieu de la voile est quand même un milieu qui est très conservateur. On l'a vu avec Clarisse Kremer. Et j'ai peur que ça entraîne de la jalousie et que la suite soit plus compliquée que ce qu'elle a fait là. C'est de gérer cette surmédiatisation dans un domaine n'aime pas vraiment ça quand même, la surmédiatisation chez beaucoup. J'ai peur que ça entraîne un peu de jalousie autour de Violette d'Orange. Donc ouais, ok, c'est bien, c'est la plus jeune, c'est tout ça, mais là, c'était trop. C'était beaucoup trop, je trouve, en termes de médiatisation. Donc là, ouais, ça serait bien de rester les pieds sur terre, ce qui va pas être facile pour elle quand même. Et j'ai peur que ça fasse comme l'Armanoulou, parce que... et en plus, encore pire, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, il y a les réseaux sociaux en plus. Donc il va falloir réussir à gérer ça du côté de Violette d'Orange. Et j'ai peur que si elle se rate sur une course, que tout le monde lui tombe dessus très facilement. Donc ça c'est quand même un peu l'inquiétude que j'ai pour elle. Kojiro Shirashi, 24e. Kojiro, il a eu... il a fait sa course, quoi. Il a fait sa course. Les 4 ans déjà n'ont pas été simples parce qu'il a eu des petits soucis avec son bateau, notamment il avait rencontré une bouée sur la Transat Andoul ou la route du Rhum, je ne sais plus où il avait rencontré une bouée sur le parcours parce il a pris de l'âge aussi, le bateau a pris de l'âge, mais c'était pas forcément évident sur ce Vendée. Moi je trouve qu'il a toujours gardé le sourire et pourtant il a eu des problèmes, que ce soit des problèmes techniques, mais aussi des problèmes physiques, hein, notamment ses aftes. Vous savez, pendant 3 semaines il a eu des aftes quand même, donc ça n'a pas été simple du côté de Kojiro à gérer. Il a raté le bon wagon qui s'est échappé dans le vent faible, ce qui fait qu'il se retrouve dans ce fameux deuxième peloton. Il n'a pas réussi à suivre Guirec. Mais non, la course de Kojiro, elle est intéressante. Deuxième fois quand même qu'il finit le Tour du Monde. Et puis surtout Kojiro, encore une fois, tu vois, il émerveille les Japonais. Il émerveille les Japonais qui vont peut-être s'intéresser de plus en plus à la course au large. Et ça, c'est intéressant. Encore une fois, qu'on internationalise cette discipline. Comme je l'avais dit en amont. Et ça va être bien. Voilà, ça va être très bien. Donc non, bon Vendée. Sébastien Marcet. Enfin, Louis Duc déjà, pour commencer. Louis Duc. Il lui manque pas grand-chose pour accompagner les Tanguy Le Turquet et autres. La fin de course n'a pas été évidente. Il l'a dit quand Arnaud Boissière a dématé. Ça lui a fait comprendre que la course pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Et que donc il fallait rester hyper concentré. Il a tenté la voie nord sur la fin. Bon, ça n'a pas été hyper efficace du côté de Louis Duc. Après, il a fait une grosse bagarre, notamment avec Violette pendant très longtemps. Voilà, il a fait une belle course. Je trouve que les mers du Sud ont été très bonnes pour lui. Ça a été plus compliqué dans l'Atlantique. Pour Louis Duc, que ça soit à l'aller au retour, même l'aller n'avait pas été simple. Voilà, dommage. Mais arriver au bout avec ce bateau, avec cette histoire,
Je trouve que c'est très bien. Et puis il était heureux à l'arrivée, Louis. Hein. Il était heureux, il veut déjà repartir sur un deuxième Vendée. Donc ça, c'est très satisfaisant. Est-ce que ça sera sur le même bateau Est-ce il arrivera à trouver un bateau un peu plus neuf? Ça, c'est la grande question. Mais voilà, il s'est bien amusé, Louis Duc. Donc peut-être avec des moyens en plus aussi pour ce bateau. Ça serait pas mal. Et puis Sébastien Marseille. Ah, il l'a dit, hein, les 2 dernières semaines ont été dures, notamment avec son moteur. Mais sinon, il a pris du plaisir. Je pense qu'il s'est énormément découvert, Sébastien Marseille. C'était un mec qui avait fait assez peu de solitaire. Il avait fait beaucoup d'équipage, mais assez peu de solitaire. Je pense qu'il s'est beaucoup découvert sur cette course. Il a pris du plaisir. Il a pris beaucoup de plaisir, je pense, à certains moments dans cette épreuve. Il a transmis également les moments durs. Je pense que lui aussi, il a éclairé les gens qui voulaient participer à cette course dans sa manière de communiquer, qui je trouve a été très intelligente. C'est pour ça qu'on a pas mal parlé au final de Sébastien Marseille pendant ces différentes journées de compétition. Et puis, oui, il regrettera, c'est le manque de budget. Il avait un budget qui était trop ric-rac. Il a utilisé en fait énormément de pièces d'occasion, ce qui était un peu le problème de ce projet. Et bah, au bout d'un moment, les pièces d'occasion ont cassé et dans la fin de course, quoi. Et c'est là où il a accumulé les problèmes, plus ou moins importants. Et à la fin, ça lui coûte cher. Bah, il saura que pour montrer un projet Vendée Globe, il faut un peu plus de moyens. Et voilà, mais ça sera son défi désormais à Sébastien Marseille pour la suite. Et on espère que la suite sera heureuse pour lui. Bon, on regarde un petit peu la suite. Antoine Cornic qui doit arriver dans 2 jours, 2-3 jours. Antoine Cornic, hein, désormais, il se dirige vers le golfe de Gascogne. Hein. Voilà, là il manque un peu de vent. Il va se faire rattraper par du vent un petit peu plus fort qui va l'emmener, je dirais, jusqu'au golfe de Gascogne. Et il y aura, je pense, encore une zone de transition à gérer après derrière pour Antoine Cornic, qui pourra être satisfait de sa course avec ce vieux bateau qui aura été au bout. Du côté d'Antoine Cornic, Jin-Kun Chiu et Oliver Air sont arrêtés. Bagarre pour la 29e place entre les deux. Jin-Kun Chiu a l'air d'avoir retrouvé de la vitesse. Oliver Air, vraiment, il faudra qu'on note son Vendée Globe. Au niveau du Pacifique, ça a été compliqué. Donc on voit que ça essaye de continuer à avancer. Et puis derrière, le groupe de 3 qui est en train de passer l'équateur. Manuel Cousin passe l'équateur, mais Manuel Cousin est arrêté. Et celui qui est en train de tirer les marrons du feu de cette situation, on ne pensait pas qu'il était en capacité de revenir, c'est notre ami Denis. Denis a récupéré 200 000 de retard. C'est-à-dire que Denis a désormais 50 000 de retard sur Manuel Cousin. Quand je vous avais dit que ce n'était pas encore totalement fait pour la dernière place, on le voit, Denis Van Winberg. Et c'est marrant parce que là, on pourrait se dire, les mecs, maintenant, leur objectif, c'est juste d'arriver à bon port. En gros, entre 31e et 32e ou 33e, ça ne change pas grand-chose. Mais non, il y a vraiment une envie de gagner n'importe quelle position, d'attaquer jusqu'au bout dans ce Vendée Globe qui aura marqué cette course. Du côté des prochaines vidéos, au final, je vais encore faire 2 vidéos de débrief. Je ferai une vidéo de débrief à l'arrivée d'Oliver Air ou Jin-Kun Chiu, le dernier de ce groupe-là qui arrivera. Et je parlerai de ce qui se passe pour le groupe de 3. Et je ferai une dernière vidéo de débrief classique lors de l'arrivée des 3 derniers concurrents. Et ensuite, il y aura le grand bilan de ce Vendée Globe, donc là qui sera une vidéo plus longue. Donc voilà le programme, il reste en fait 3 vidéos pour le Vendée Globe. On regarde les dernières statistiques, c'est Denis Van Winberg qui a été le plus rapide sur les 24 dernières heures, devant Antoine Cornic et Jin-Kun Chiu. Emmanuel Cousin a été le plus lent. Et puis Denis Van Winberg est désormais à 6000 km de l'arrivée, c'est-à-dire 3242 000 nautiques. Les ETA, 13 février pour Antoine Cornic, 16 pour Oliver Air et Jin-Kun Chiu, donc ça nous emmène samedi prochain. Normalement, dimanche prochain même, c'est encore mieux. Et puis Manuel Cousin et Denis Van Winberg, on serait entre le 26 et le 27 février. Donc ça nous emmènerait un mercredi ou un jeudi. Éric Bellion, normalement, doit arriver demain, normalement.
C'est le dernier qui est hors course parce que du côté d'Arnaud Boissière, lui son objectif c'est de rejoindre les Antilles françaises. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amec Productions. Ciao, ciao!